Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au troisième épisode de notre série La Colombie continue de chercher les centres, élection 2026. Je suis Martha Blackwell, vice-présidente du Conseil canadien pour les Amériques. C'est un plaisir de vous présenter maintenant notre invité d'aujourd'hui, Juan Daniel Oviedo, pré-candidat à la présidence et ancien directeur du département administratif national des statistiques d'année en espagnol, ainsi que les hôtes de cette série aujourd'hui, Sandra Borda, professeure et chercheuse à l'Université des Andes, et Ken Frankel, président du Conseil canadien pour les Amériques. Sur cela, je cède la parole à Sandra pour entamer la conversation d'aujourd'hui. Hola, muy buenos días a todos. Muchas Bonjour gracias. à toutes et toutes. Merci beaucoup, Martha. C'est un Con nosotros. plaisir Buenos días. vous Muchas avoir gracias por ici tenernos en avec cuenta. vous. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de l'heure Esta de laquelle conversación vous nous es rejoignez. Comme la vous segunda savez, temporada de una ceci serie de est la conversaciones deuxième sobre saison el d'une centro série de político en conversations sur le Colombia. centre La politique en primera Colombie. temporada La fue hace première 3 años, saison alrededor a eu lieu de las, il y a de 3 ans la, de las autour elecciones justement des presidenciales élections en el présidentielles Congreso. Y passées hoy et des élections au regresamos Congrès. Et entonces aujourd'hui, nous sommes el ici à próximo nouveau Foro avant Colombiano de les élections Discusión présidentielles 2026 en sobre la Colombie avec naturaleza del un centro nouveau débat político y sur la sobre el nature futuro du que le centre depare politique el en centro Colombie et político, como nos acaba de l'avenir contar du Marta. centre politique, comme Tenemos Martha vient de como nous dire. invitado el Nous profesor avons ici Juan avec Daniel nous, Oviedo. et c'est un plaisir de pouvoir Y converser aujourd'hui empecemos, avec Juan Juan, Daniel quizás Oviedo. Et por peut-être, Juan la Daniel, pregunta je más obvia de peux todas y la que le hemos hecho commencer a todos avec nuestros la invitados question qu'on previos a es posée à ¿cómo beaucoup d'autres siente el centro invités. político? Siéntase Qu'est-ce que toda vous la libertad, pensez du además, centre así tenga los politique? Je vous donne la liberté de vous dire, suficientes países nous colombianos savons para que nous decir avons que eu el des centro invités colombiano eso qui no nous ont quiere decir dit, nada. j'aime pas le terme centre politique, ça veut rien dire. Donc, on vous laisse la liberté de parler de cela Forma, qué aussi. suerte de orientación Quelle le da cuando plateforme, plantea la quelle política orientation, si on veut utiliser des termes si es plus sencillo, cómo politiques, entiende usted el vous vous centro político. définez-vous et comment comprenez-vous les centres politiques? Sandra, merci beaucoup pour l'invitation et aussi merci Kenneth et toute l'équipe pour avoir permis cette conversation. Je veux commencer à parler de cela parce que nous sommes justement dans cette grande thématique par rapport aux élections. La Colombie a peur de dire qu'il se trouve dans le centre. Il s'agit plutôt d'une contradiction absurde parce que nous savons euh, que la culture politique montre que le positionnement politique majoritaire en Colombie est justement le centre. Parfois, cela fluctue entre le 41 et les 45% dans les zones urbaines et cela implique que les personnes en Colombie veulent une politique modérée, pragmatique, de résolution avec les aspects typiques de la Colombie, pas avec les d'autres pays de la planète. Je crois que le centre en soi-même a été capturé, on peut dire, pour cette réputation structurelle, le fait que nous ne sommes pas d'accord sur des causes communes. Les centres travaillent fermement avec des fins et des objectifs, avec un principe d'adaptabilité, de pondérer. Il faut écouter ce qui est en train de se passer avec les pôles de gauche et de droite pour pouvoir trouver ces bilans, cet équilibre sur les politiques qui sont les réponses qu'on va donner aux citoyens. Donc, le centre est fragmenté dans cette capacité de trouver des solutions aux problèmes de notre société. La politique nous dit que pour les 45% des personnes en Colombie qui votent, il est impossible d'être d'accord sur une cause commune. Les centres a laissé s'influencer pour cette erreur structurelle de la société. Il n'a pas pu se montrer comme un centre qui est d'accord, qui est
ferme sur, certaines décisions comme qui va représenter les centres dans les élections présidentielles. Et donc, je termine en disant que les centres existent. Je suis partie de ces centres. On marche avec cet objectif d'avancer avec notre pays. Nous sommes pragmatiques, nous avons des limites morales, mais nous n'avons pas pu avoir une représentation politique forte parce que nous n'arrivons pas à être d'accord. Il faudra cela pour montrer une option à cette majorité qui est important et que les statistiques nous ont montré qui existe en Colombie. Donc, face aux problèmes structurels, il faut trouver cette confiance pour surmonter cette situation difficile parce que les personnes, bien sûr, veulent cette représentation du centre. Bien sûr, je fais toute une petite question pour donner la parole à Ken. Nous avons des valeurs qui sont normalement associées au centre, la modération, l'équidistance. Nous ne sommes ni dans un extrême ni dans l'autre. Mais si on devait définir le centre politique en termes de principes, Juan Daniel, et en termes de positionnement politique concret, je pense qu'on pourrait arriver à identifier cela en disant que le centre est fondamentalement libéral, rien à voir avec les partis politiques en Colombie, mais plutôt les principes libéraux. Quels principes, à votre avis, sont les principes basiques qui doivent guider les positionnements du centre, un positionnement politique concret pour pouvoir identifier le centre, pour comprendre ce que le centre veut dire et ne plus l'identifier comme tiède, modéré ou voilà, pas vraiment identifiable. Donc, c'est laquelle est l'idée forte qu'on peut proposer comme centre? Je pense que le fond du centre politique, il s'agit de la littérature autour par rapport à l'adaptabilité du centre, la capacité d'écouter les différentes opinions pour voir comment on peut converger vers une opinion commune. Je sens que nous devons nous orienter vers cette adaptabilité. Il doit avoir un objectif. En Colombie, cet objectif doit être avancer, permettre à la Colombie d'avancer. Nous avons vu cela dans certains aspects, mais il faut avoir un élément commun. L'orientation du centre doit avoir une direction, une orientation par rapport à avancer, à permettre à la Colombie d'avancer. Il faut appliquer du pragmatisme. Ce pragmatisme a été appliqué dans le passé, cela a donné certains résultats, mais par le fait qu'on n'arrive pas à comprendre et à être d'accord, alors ce pragmatisme n'a pas pu s'appliquer et mettre en marche les processus qu'on veut. Donc, l'idée est effectivement de mettre ces pragmatismes et ces centres envers
la représentation du pouvoir politique du pays. En Colombie, la sécurité est l'élément le plus important dans le pays. Les gens ne demandent pas d'avoir des armes. La Colombie demande de la sécurité garantie. C'est des éléments basiques, mais on demande quand même beaucoup d'intelligence pour arriver à cela. Et cela nécessite du pragmatisme. Malheureusement, la population n'a pas pu entendre cette présentation d'idées. Et c'est pour cela que on comprend et on entend d'autres éléments. Et c'est pour ça que, par exemple, la gauche présente d'autres idées comme si tout était une solution sociale. Mais il nous faut que que ces positionnements politiques soient au service de la Colombie et de la population pour pouvoir représenter cette majorité des voteurs qui ont un positionnement politique du centre. Il existe plusieurs défis en Colombie au moment et les candidats ont parlé de plusieurs de ces défis, surtout par rapport à l'économie et à la sécurité. Nous allons en plus parler des défis à long terme parce qu'il s'agit d'une thématique importante pour vous. Cependant, je me demande, Juan Daniel, est-ce que vous croyez qu'il existe un accord entre les personnages principaux du centre, entre les candidats, plus ou moins un positionnement pareil par rapport à l'économie en sécurité? Est-ce qu'il y a des différences? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, Kenneth, je pense que nous trouvons un point très intéressant sur une ligne par rapport à ce que je disais avant dans la réponse à Sandra. Aujourd'hui, les pays mettent beaucoup de pression, les sentiments des personnes sur l'objectif. On va vers où? On est sorti de la pandémie et nous sommes sortis de cela d'une forme très peu satisfaite. La société s'est manifestée en demandant un changement et une opportunité est apparue pour qu'une nouvelle forme politique gouverne le pays, mais ces changements n'ont pas été ressentis par la majorité de la société sur les conséquences de cette transition politique. Donc, comme vous dites, la sécurité et l'économie maintenant sont au centre des thématiques les plus importantes. Aujourd'hui, tous les agriculteurs euh, sont victimes d'extorsion. Nous vivons dans un pays où il y a certaines régions, comme Catatumbo par exemple, où il s'agit pratiquement d'une zone libérée des drogues et des narcotrafics. Donc, rapidement, les personnes disent économie et sécurité. Ce n'est pas possible que personne euh, ressent ces problèmes. Moi, par exemple, j'ai un business, j'ai une petite structure et avec la sécurité, il faut que je paye une quota, on va dire, complètement illégale de sécurité et que personne ne m'aide dans cette situation d'extorsion. Donc, les discours en termes de sécurité arrivent à être monothématiques et pas juste pour les centres, mais aussi pour la gauche et la droite, parce que les personnes vont vouloir sentir un positionnement concret par rapport à la sécurité. Et quand nous sommes allés là-bas en autobus intermunicipal vers la Guajira, une région ici,
Ils m'ont dit, envoyez-nous un président parce que nous n'avons pas vu des résultats en termes de sécurité et apparemment, ils devaient résoudre les problèmes d'eau et de sécurité et ils ont complètement pris cet argent dans la corruption. Donc, je pense que la sécurité et l'économie sont au centre de de ce qu'il faut faire. Donc, on parle ici, maintenant dans la politique des prisons et de la sécurité. Et nous avons des candidats qui disent que la sécurité est une politique sociale. Des candidats ont dit ça dans plusieurs débats où ils disent que tout peut être résolu avec l'éducation, mais sur le court terme, laquelle est la solution? Donc, le centre se trouve dans cette homogénéité structurelle. Le centre a un positionnement très clair parce que nous voulons représenter quelque chose qui est le besoin du pays de mettre la force avec l'intelligence, avec les renseignements militaires à travers une stratégie. Le président, commandant en charge, doit donner une ligne stratégique à une force publique qui est fatiguée et qui attend des stratégies. Les discours de la droite sont «Ah, nous n'avons plus de force publique, elle n'existe plus». Pas du tout. La force publique attend une stratégie, une ligne d'action pour résoudre les problèmes du pays. Donc, oui, nous avons besoin d'une structure et d'une stratégie dans les centres, mais là, il y a déjà eu des candidats qui disent que non, qu'il faut répondre avec la force, avec les prisons. Donc, je crois que le discours de sécurité et le discours d'économie vont être très importants. Cependant, nous allons avoir la possibilité de présenter des idées différentes dans les centres par rapport à qu'est-ce qui va se passer avec l'économie. Un des principes qui nous avons mentionné indirectement est que le centre, comme principe, veut être récursif. Donc, nous connaissons les limitations, les conditions économiques que nous allons recevoir en 2026 vont être, on peut l'appeler de double face, une économie de la consommation, mais des finances publiques complètement détériorées qui vont aller avec une crise économique du pays et cela va être un catalyseur pour des conditions économiques en détériore qui vont tomber sur les mains du prochain président. Voilà, si vous me permettez de continuer avec la thématique de la sécurité avant de parler de l'économie, je suis complètement frustrée, je continue à être frustrée par rapport à ces problèmes. Je sens qu'il est surdiagnostiqué. Nous avons de la littérature partout, partout, en expliquant la fragmentation du conflit, les raisons pour lesquelles certaines zones du pays ont plus de concentration que d'autres. Nous avons des explications qui veulent montrer la faiblesse du pays, qui n'est pas une nouvelle faiblesse, il y a un manque de présence. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un en mentionnant le manque de présence de l'État colombien et que cela est tellement vieux qu'on peut même arriver à parler de quand nous avons perdu Panama. Donc, parler vraiment de difficultés énormes que l'État sent par rapport aux zones à côté des frontières et aussi on diagnostique les problèmes des difficultés pour construire des politiques binationales de sécurité. Nous savons beaucoup, probablement, nous avons beaucoup, nous sommes l'endroit avec le plus de connaissances par rapport à la fragmentation, mais sur la même ligne, le type de propositions qu'on entend sont exactement les mêmes. Élection après élection, on entend toujours les mêmes choses, une combinaison d'éléments dépendamment si le candidat est de gauche ou de droite, c'est toujours une combinaison des mains dures avec ou sans beaucoup de droits. Cependant, nous ne trouvons pas beaucoup plus que cela. Je comprends parfaitement que
les problèmes identifiés par rapport au centre sont que les propositions du centre sont très techniques la population ne veut pas trop de niveau technique, plutôt un comportement électoral. C'est pour cela que je vous demande qu'est-ce qu'on va entendre de votre part et des autres candidats aussi du centre par rapport à la situation de sécurité que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qu'on va trouver comme en tant que proposition après avoir tenté la main dure avec la démocratie, après avoir tenté le processus de paix avec l'administration Santos, après avoir trouvé et essayé des combinations de ces options. Je donne juste une petite information par rapport à cela qui est très différent par rapport aux autres pays latino-américains. Les Colombiens sont très préoccupés par rapport à la thématique de sécurité, mais cette fois-ci, ils ne veulent pas sacrifier des droits pour avoir une réussite en termes de sécurité. Ce n'est pas la même réponse si on compare à El Salvador ou d'autres endroits de l'Amérique latine. Je crois qu'on est face à un moment de changement important par rapport à l'opinion en termes de sécurité de la population et que la population veut un peu plus de sophistication dans la proposition des réponses à cette situation. Voilà, Sandra, merveilleuse la réflexion que tu viens de nous offrir parce que nous souffrons l'absence de clarté qui a ici sont faites en mesure colombienne, comme on dit. Donc, euh, c'est comme on nous dit que si on peut juste se mettre les cheveux noirs et paraître à, à certains autres présidents actuels ou alors voilà essayer à- de paraître plus à Milei. Voilà, on sait que vous n'allez pas faire cela, mais voilà, la pire information, à mon avis, est l'information qu'on n'utilise pas. Il n'a aucun sens utiliser tous ces diagnostics et ces informations si on ne les utilise pas et surtout si on ne les utilise pas avec un objectif. Et l'objectif est le développement. C'est exactement cela qu'on veut, le développement, entendre, comprendre. Et je donne un exemple comme si on était dans un débat académique. On veut une argumentation forte pour dire que le centre politique existe, que nous considérons une voie importante dans la politique. Le centre politique est pragmatique, reconnaît les restrictions de la réalité. Aujourd'hui, nous devons être assez clairs avec les citoyens parce que aujourd'hui, la criminalité n'est rien à ce que nous avions par rapport à la sécurité démocratique ou à l'accord de paix. Aujourd'hui, nous avons des criminels qui sont en train de développer des activités économiques illicites et avec l'absence de l'État dans des chaînes où nous savons que l'économie formelle reçoit des cultures illicites, voilà, les plans économiques colombiens changent. Aujourd'hui, nous avons une compréhension claire parce que bien sûr, nous avons besoin de force en matière de sécurité, mais cette force, nous l'avons. Nous pouvons exercer cette force en respectant tous les droits humains, parce que cela est un devoir constitutionnel de la force publique à permettre que tout le monde se sent protégé. Ceux qui sont à côté de la force publique, ceux qui reconnaissent la force publique aujourd'hui, savent que la force publique a été une force de violence historique. On l'a vu. Donc, nous avons besoin de clarté par rapport au fait que la force publique va respecter les droits humains et cela va devoir venir du président, commandant en chef, pour donner
de la protection à la population civique. Cette force doit être accompagnée d'un usage intelligent de toute information qu'on a à disposition. Nous avons des observatoires des violences très précis dans des villes comme Medellín, Damé, mais par exemple, dans la région du Café, dans l'Université du Nord, nous avons encore de l'insécurité, mais dans la région du Café, nous avons un problème de sécurité qui est la guerre du Tutsi, de la cocaïne rose, comme on dit en français. Et nous avons des chaînes financières très différentes par rapport à ce qui se passe au Catatumbo, au Choco. Donc, ce que nous voulons est de pouvoir utiliser cette information que le renseignement militaire utilise et utiliser cela avec les renseignements économiques. Nous vivons dans une Colombie des registres administratifs. Donc, tout citoyen laisse à un certain moment des signes dans les renseignements médicaux, administratifs, et c'est là où il faut chercher les chaînes dans lesquelles nous trouvons ces micro-paiements, ces activités illicites. On peut utiliser cela parce que ces paiements entrent dans l'économie formelle. On peut les chercher pour fermer ces chaînes, pour créer une nouvelle structure économique, parce que s'il s'agit des criminels qui accumulent de l'argent, si on cherche l'argent, si on bloque l'argent, on on provoque la faiblesse des criminels. Donc, je ferme mon intervention avec une question. Est-ce que nous savons quelle est la vision, la mission et les objectifs du clan du Golfe? Est-ce que nous savons cela comme pays? Cela est un objectif. Avant, nous avions des guérillas qui voulaient les pouvoirs, qui voulaient gouverner la formation. Ils avaient un positionnement politique. Mais est-ce que les clans du Golfe veulent gouverner la Colombie de forme directe? Est-ce qu'ils ont une idéologie politique ou une forme claire en Colombie? Non. Donc, il faut, il faut trouver ces objectifs stratégiques pour définir avec la force, avec les renseignements militaires, à partir d'une stratégie claire, avec un soutien civil, militaire, économique, pour lutter contre ces criminels et pour permettre aux gens de se sentir protégés dans leur activité économique, et pas seulement. Merci beaucoup, Juan Daniel. En termes d'économie, nous avons déjà entendu la gauche et le fait qu'ils ont un modèle par rapport à ce qu'ils veulent proposer. Et la droite, ils parlent de l'économie classique, peut-être moins d'impôts, plus de possibilités dans les marchés laboraux. Donc, nous comprenons euh, le manque d'équilibre en Colombie, nous comprenons le taux de travail informel sur le marché du travail, la connexion entre un travail informel et équité. Vous êtes un économiste important, donc comment est-ce que vous allez présenter cela dans votre campagne en termes d'économie? Merci beaucoup, Kenneth. Je pense que au lieu de idées nouvelles, comme Sandra disait, il faut aller au-delà des diagnostics que nous avons vraiment beaucoup en Colombie. Nous ne pouvons pas tolérer que la politique considère le travail informel comme un problème. Le travail informel est la réalité de l'économie maintenant, aujourd'hui en Colombie. Lisons cela du point de vue politique. Nous croyons dans une démocratie de majorité. Quelle est la majorité par rapport au travail en Colombie? Le travail informel. Donc, arriver à dire que le travail informel est un problème qui doit disparaître des rues comme magiquement, voilà, non, pas de pas de bœuf dans la rue ou alors courir après tous les mototaxis en Colombie.
ou alors arrêtons Uber complètement parce qu'il est illégal. Bah, dans des cas spécifiques, nous savons déjà que une société où pendant 10 ans a eu un gouvernement qui n'a pas pu publier une loi sur les mototaxis en Colombie. Et cela est d'initiative gouvernementale. Les transports est un service public en Colombie, oui. Donc, il a un pouvoir important au moment d'établir ces conditions. Donc, notre proposition nouvelle est de dire non, le travail informel n'est pas un problème, est une réalité. Et nous devons converser avec ce travail informel parce que aujourd'hui, nous sentons cette pression. Le gouvernement qui dit il faut commencer à augmenter les tarifs en positif et suivre la mode des pays du Nord, la santé, plus d'impôts, etc. Tout cela s'applique juste aux 40% de l'économie. Nous devons comprendre, comme avant tout, on peut appliquer de l'équilibre entre la formalité et l'informalité pour avoir un pays où, au moyen terme, peu importe les circonstances économiques dans lesquelles nous travaillons, ce qui va être important est pouvoir apporter un pays qui nous protège. Donc, si le travail informel n'est pas un problème, la vision de la formalité que nous voulons présenter n'est pas la vision des impôts, du registre de la Chambre des commerces, mais plutôt un moyen pour bénéficier ceux qui veulent former partie de cela. Cela est important dans les schémas des politiques publiques que nous avons vus dans les derniers 34 ans de politique. Cela est difficile. Pour faire cela, nous avons besoin d'informations, de savoir qui est en train de vendre un repas d'œufs sur la rue ou qui a des petits business et qui donne beaucoup de positions et beaucoup de travail dans le pays. Aujourd'hui, nous avons la formation et nous avons aussi la capacité de présenter un État qui marche bien, peu importe tous ces aspects qu'on vient de mentionner. On va pouvoir tenir cette conversation et surtout avoir de l'innovation technologique qui arrive dans le meilleur moment et pas dans les pire moment, comme on a vu avec le président de la République, qui est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, de forme parfaite, le marché financier peut s'adapter à ces structures d'économie du travail informel. C'est pour ça que nous avons la première clé. C'est une clé et on va pouvoir transformer le travail informel et cette petite dame qui nous vend des arepas aux œufs sur la rue. L'économie va permettre, grâce à la technologie, nous allons pouvoir transformer cette petite dame qui maintenant gagne, mais perd tout l'argent en termes de sécurité ou d'impôts. On va pouvoir le solutionner. Donc, il s'agit de stratégies qui permettent de reconnaître avant tout que cette politique économique soit discutée dans une table. Une table a besoin de 4 jambes pour être table et stable. Avant tout, la sécurité pour que les gens soient tranquilles au moment de travailler. Infrastructure et connectivité parce que nous avons besoin d'énergie et de soutien pour permettre au pays de travailler. Données concrètes, Kenneth, pour récupérer l'agenda de productivité de la Colombie des derniers 25 ans, dans les prochains 25 ans, nous devrions avoir 9 projets similaires comme ce qui se passe à côté de mon bureau ici, qui est la ligne de métro. Cela devrait être actif de forme permanente dans les prochains 25 ans pour que cela
puisse avoir une transition. Donc, nous avons besoin de l'infrastructure et aussi un gouvernement vers l'idée d'avancer un État qui génère un système de protection sociale pour permettre aux citoyens de se sentir protégés. Avec ces éléments, nous voulons une politique économique qui permet au marché financier de transformer ces business, comme la dame avec les arepas aux œufs, et à travers du crédit, nous allons pouvoir commencer à gérer des capacités pour que ces structures économiques puissent transitionner et avancer vers des business concrets, vers des nouveaux positions de travail, vers capacité de formation des ressources humaines qui va résoudre ses besoins productifs. Donc, en termes économiques, il est important, à mon avis, de gestionner, d'utiliser la réalité du travail informel avec la technologie pour que le secteur financier soit le premier allié pour aider avec des bénéfices ce travail informel et la ramener vers un système de protection sociale où nous allons pouvoir contribuer à ces financiations et à cette réalité. Voilà, j'ai et la tentation de commencer avec mathématiques des politiques extérieures. Vas-y, Sandra, aucun problème. Je ne peux pas résister. En fait, je veux juste faire un commentaire de suivi par rapport à cette thématique économique. Juan Daniel, je crois que peu de candidats ont reconnu le suivant, qui est le fait que il s'agit de deux problèmes connectés, l'inégalité dans un côté et ce que cette inégalité signifie pour la population plus jeune du pays. Et c'est ça qui a ramené Petro à la présidence. Si on parle des Nini en Colombie, c'est les personnes qui ni travaillent ni étudient. Ils n'ont pas d'accès à l'éducation, ils n'ont pas d'accès au travail. Et cela n'a pas vraiment changé avec le gouvernement actuel. Donc, je voulais, dans ces contextes, dans cette proposition économique, j'entends que votre emphasis en termes de travail informel, vous avez beaucoup à dire aux jeunes qui se trouvent dans cette situation. J'aimerais donc que vous nous expliquiez quelle est la proposition pour ces jeunes, parce que ma grande préoccupation avec cette campagne est que tout le monde est en train de proposer d'une forme ou de l'autre l'idée de retourner à la structure avant Petro, comme si cela était fantastique. Et je pense qu'il faut penser à comment résoudre les problèmes qui ont ramené Petro à la présidence et qu'il n'a pas pu résoudre. Et je pense que c'est un exemple clair, cela. C'est un point excellent, Sandra, surtout parce que vous touchez à une thématique vraiment intéressante. Mon opinion politique est que le gouvernement Petro n'a pas voulu voir ce qui s'est passé avant la pandémie. Ce gouvernement s'est arrêté sur un discours qui était tout a commencé avec la pandémie et les erreurs venaient de la pandémie. Et voilà, et les gènes du programme politique viennent de la pandémie. Naturellement, tu as raison, Sandra, la majorité des Colombiens ne veulent pas retourner à la pré-pandémie. Ils veulent des solutions claires et ça, c'est le sentiment des jeunes. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de recourir des milliers de kilomètres partout en autobus intermunicipal en Colombie pour parler avec les jeunes. Les jeunes se trouvent dans une situation horrible. Ils se sentent pires qu'en 2019. Quand ils sont sortis et ils sont descendus dans les rues en novembre 2019, ils sont sortis pour dire le gouvernement ne marche pas. Nous avons vu cela en Chili et cela est arrivé ici en novembre. Nous avons de la clarté maintenant. Avant tout, 1 million de jeunes entre 14 et 20 ans en Colombie. De cela, une grande partie n'étudie pas. De cette
de ces 7 millions de jeunes qui n'étudient pas, 1,5 million, nous avons la possibilité de leur demander, est-ce que vous voulez étudier? Oui, mais pourquoi vous pouvez pas étudier? Parce que mes parents ne peuvent pas payer l'éducation privée. Et voilà, il faut reconnaître un point et parler avec sécurité avec honnêteté de cela. L'éducation publique maintenant est pour une élite du pays, pour un groupe qui peut passer l'épreuve d'accès, l'examen d'accès pour entrer à l'éducation publique. Et donc, les restes disent, mais et nous, c'est quoi pour nous? Nous sommes les 96% de la distribution, donc tout le reste, pourquoi est-ce que cela doit dépendre juste de la possibilité ou pas des parents de payer l'éducation privée? Ou s'ils travaillent pour payer une éducation privée qui, pas nécessairement, va répondre aux intérêts, des capacités et des demandes que le marché présente maintenant. Donc, 1,5 million de jeunes qui veulent étudier, si les conditions d'accès financier changeaient, ben, c'est un chiffre majeur. Il faut donc une ligne de crédit soutenue par des recours de garantie du gouvernement pour que les conditions particulières de vie de ces jeunes soient des conditions pour donner la possibilité à tout le monde d'étudier un système dans lequel nous valorons l'éducation sans fin de lucre. La société a cela, 1,5 million d'étudiants qui sont en train d'étudier, 1 million dans la publique, 1 million dans la privée. La distribution est assez homogène. Cela signifie que nous devons travailler en équipe avec l'éducation privée pour pouvoir donc, une fois pour toutes, avoir un système d'éducation qui propose la flexibilité pour avoir des universités qui certifient des compétences, des travaux nécessaires pour que les secteurs d'entrepreneuriat aient des réponses dans le marché du travail des étudiants qu'on est en train de former, mais aussi pour ces jeunes qui ne veulent pas passer 5 ans dans l'université, avoir d'autres possibilités pour être autonomes économiquement et pouvoir avancer avec leur projet de vie et de travail. Donc, nous avons besoin d'une conversation claire en matière d'éducation, financée et soutenue par un financement et nous voyons beaucoup de moyens de réussite en Mexique, en Australie, au Royaume-Uni. C'est l'État qui dit on va permettre aux jeunes d'étudier et d'avancer avec leur projet de vie et cela va être positif pour l'État. Parce qu'on entend des jeunes dire l'État est en train de me laisser sans argent, sans possibilité d'étudier. Nous voulons pas du tout créer une génération frustrée avec l'État pour un manque d'un accès au crédit, parce que l'accès au crédit actuel est pour faire noyer ces Correcto. pauvres jeunes. Poi se mi permettete una pregunta Oui, anche Sandra, perché juste une grazie petite per questa question avant de passer à la thématique sì, internationale. Nous allons à nouveau arriver aux vabbè, derniers 5 minutes, guarda, comme toujours. coincidimos tú y yo la semana pasada en la Asamblea de Andina Nous étions là ensemble algo que la semaine passée me impresionó mucho et de lo j'ai que été siempre impressionnée en esa par asamblea vos y interventions se dans cette cumple assemblée por et una que cosa que yo vous avez distingo. été la seule Él hablaba personne de problemas qui a más allá parlé del problema des del momento, problèmes au-delà des problemas problèmes estructurales actuels, donc des de problèmes mediano y structurels largo plazo. qui se trouvent dans les Quería moyens et hablar un long terme. poco Est-ce que de vous ese voyez tema parler de y ces défis cómo tratarías
et comment vous pourriez traiter les thématiques et les défis à moyen et à long terme? Bonne question, Kenneth. Je veux parler effectivement de cela. Comme vous avez entendu, le centre ne, ne retourne pas vers l'arrière. Le centre apprend du passé pour garantir un avancement vers l'avenir, pour avoir cette stabilité, pour dire au pays qu'à travers ces leçons, nous allons pouvoir résoudre les problèmes du pays. Cela se traduit dans un pragmatisme que pour les centres et pour moi est très cher. Parce qu'en Colombie, nous sommes au milieu d'une lutte qui évoque la haine du passé. Quand toi et moi, Kenneth, nous avons entendu des conventions de Cartagena qui disaient Colombie a juste une génération qui reste pour aspirer à être une société riche. Voilà. Ils nous ont dit, nous avons juste 25 ans pour pouvoir aspirer à être un pays qui entre dans le club des pays qui avancent. Sans cela, en 2050, nous allons être une société vieille, pauvre et informelle. Donc, cela m'a vraiment touchée parce que nous devons donner un objectif à long terme à l'exercice de la politique, parce que nous devons être responsables maintenant pour que l'histoire en 2050 va nous chercher, va venir nous chercher pour dire quand est-ce que vous avez pris les décisions pour que la Colombie puisse entrer dans le club des pays qui résoudre les inégalités à partir du développement. Donc, ça fait mal de voir que nous avons un pays distrait dans les scandales de la politique. Nous, nous continuons à voir ces scandales. Ah oui, cela lui a répondu mal et l'autre a répondu cela. Mais la thématique est reconnaître l'informalité comme une réalité. La réalité est reconnaître que nous avons des zones économiques spéciales. Et la réalité est voir que les pays n'investissent pas en technologie, que notre GDP s'est réduit dans les derniers 10 ans. Donc, si on parle de long terme, il s'agit d'un rappel d'attention pour comprendre que nous n'avons que 25 ans pour arriver en 2050 dans le club des pays qui se sont sauvés. Bien sûr, si nous commençons avec cela, nous allons commencer à construire une autoroute. En 2050, la Colombie va voir qui a commencé à construire cette autoroute qui nous a permis d'arriver ici. Ben nous, nous avons maintenant des personnes qui disent pourquoi est-ce que vous ne proposez pas des subventions pour avoir plus de jeunes? Ça, c'est un problème structurel de la société. Nous devons accélérer la création d'emplois formels dans un système de protection sociale. Et cela va venir avec un coût de système de santé, l'entrepreneuriat, la, la possibilité de donner du travail aux jeunes. Dans un pays dans lequel une de chaque 4 personnes a droit à une pension, nous ne pouvons pas penser qu'avec une réforme magique, tout le monde va recevoir une pension. Aujourd'hui, nous devons, bah, dans mes voyages, j'ai parlé avec beaucoup de personnes de 60, 70 ans qui me disent, je veux travailler, je n'ai pas de pension, je ne peux pas travailler parce qu'ils me discriminent, mais je n'ai pas de pension non plus. Donc, cette réalité de long terme est déjà en train de nous mettre de la pression. Donc, il faut penser comment nous allons trouver cette information et l'utiliser de formes positives pour transformer. Nous ne pouvons pas commencer les jours avant de l'examen
à étudier. Nous avons un pays qui a besoin d'une réponse autour de cette réalité. Donc, il faut commencer depuis maintenant à étudier. Et moi, justement, en parlant à mes étudiants pour les convaincre à ne pas étudier les jours avant. Ma dernière question, Juan Daniel, est relationnée avec une thématique que nous n'avons pas vraiment parlé dans avant dans le processus politique de ces pays par rapport à la politique internationale et notre positionnement international. Quel est votre diagnostic par rapport au comportement colombien, de la Colombie dans les derniers 3 ans? En quoi est-ce que vous voyez de la différence? Comment est-ce que vous voyez la Colombie dans le monde? Quel type de transition ou de continuité vous proposez dans cette situation? Voilà, Sandra, une fois de plus, je parle de pragmatisme dans la géopolitique. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons un passé, on va l'appeler passé, voilà, du multilatéralisme qui va devoir se renouveler. Mais aujourd'hui, la réalité est que le multilatéralisme n'est pas vraiment un chemin pour chercher du consensus parce que à chaque pays, la polarisation est tense. Donc, à mon avis, l'intuition est la forme la plus simple d'expliquer est définir ce qui doit se passer. Il est clair que les États-Unis vont être un élément déterminant par rapport à ce qui va se passer dans la géopolitique des prochaines 35 années. Cela est clair. Pourquoi? Parce que l'inégalité des chaînes d'approvisionnement dans le monde qui va générer les présidents Trump avec une bonne probabilité ne vont pas avoir ne vont pas présenter les possibilités de retourner en arrière. Cela veut dire que la Colombie doit reconnaître que avec 200 ans d'histoire aux États-Unis, cela est un capital à utiliser dans la recomposition géopolitique et géostratégique de ces chaînes d'approvisionnement globales. Il faut tenir cela comme objectif. On l'a dit aux commissions aux États-Unis avec une conversation avec beaucoup de candidats présidentiels. Nous avons besoin que la Colombie soit reconnue dans cette relation de long terme avec avec les États-Unis et mentionner des choses comme net sharing, comme les États-Unis vont faire dans les 3 prochaines années. Il va falloir rappeler aux États-Unis cette relation de la Colombie avec les États-Unis des derniers 200 ans pour arriver à avoir un accord clé avec les États-Unis. Bien sûr, la tension maintenant est la Chine, elle va faire quoi? On reconnaît et je crois que j'abuse ma capacité parce que vous êtes expert dans cela. Mais je pense que pour la Chine, nous ne sommes pas un acteur clair ou alors, si c'était le cas, la Chine l'aurait dit. Donc, il y a eu des situations dans lesquelles la Chine n'a pas voulu signer des accords avec la Colombie. Nous voulons des actions concrètes. Le projet du métro à Bogota est une forme de montrer la capacité technologique, les coûts d'efficacité. Avec Kenneth, on en a parlé comme réflexion internationale. Nous pouvons entrer à travers du bloc du CA. La Colombie a eu des possibilités d'entrer, donc il faut entrer dans cette conversation. Cela va être fondamental pour entrer dans ces dynamismes globales. Mais honnêtement, la relation avec les États-Unis est fondamentale. Si on parle de sécurité, Sandra, la première chose que nous avons est une force publique consciente que
les ailes de la force publique ont été coupées. La capacité aérienne, les 70, les 80% de la force publique aérienne est sur Terre parce qu'il n'y a pas d'argent pour la récupération, et pas d'argent pour ces voyages et la technique, la technologie. Donc, je crois que notre positionnement avec les États-Unis et la Chine est un thème d'attention, de reconnaissance de la réalité. Et il faut penser que pour participer à cela, il faut avancer avec le secteur technologique, des services, agro-business. Et en plus, nous voulons commencer à établir quelles sont les possibles conversations avec les pays asiatiques, surtout avec la Chine, à travers de la océan. Dernière question sur les services diplomatiques. Très rapide. Quel est le plan? Voilà, je pense que les dégâts étaient faits. Je crois que nous avons effectivement besoin, vu que nous commençons à faire de la recherche là-dessus, pour comprendre comment nous pouvons réfléchir l'infrastructure derrière la carrière diplomatique pour comprendre comment nous pouvons reconfigurer un service diplomatique qui nous représente et qui respecte le devoir fondamental qui est représenter les intérêts d'un pays qui a besoin d'avoir des conversations positives avec le reste du monde et pas vraiment comme un système de recyclage ou un système différent pour un système politique qui ne tient plus la contamination du service diplomatique. Donc, l'objectif est que le pragmatisme nous permette d'avoir une évaluation claire de comment rapidement pouvoir changer la diplomatie parce que la carrière diplomatique en Colombie change, paye et a des effets au moment de considérer les perspectives de l'avenir en Colombie. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci Juan Daniel, Sandra et Kenneth pour cette grande conversation et merci tout le monde qui nous a rejoints aujourd'hui. Rappelez-vous que les vidéos en français, espagnol et anglais seront disponibles sur ccacanada.com et nous vous attendons dans notre quatrième épisode ce samedi, 11h Toronto, avec Sergio Fajardo. Vous êtes tous invités à nous rejoindre sur les réseaux sociaux afin de recevoir des informations sur les prochains épisodes de cette série consacrée au centre en Colombie, ainsi que sur d'autres événements. Merci encore une fois, Juan Daniel, pour nous avoir accompagnés aujourd'hui et à la prochaine. Merci beaucoup, Martha, Sandra et Kenneth. Merci.